Merci beaucoup, Malika. Mesdames, Messieurs, chers amis. Il vient d'être dit que l'humanitaire traverse une période de profonde mutation. Tout changement, toute remise en question est difficile. Mais à l'occasion de mes 2 mandats de président de la Croix-Rouge française et au conseil de direction de la Fédération, il m'est apparu que la réflexion éthique pouvait être le guide moderne du champ de l'aide humanitaire. Surgie du fond des âges après la Deuxième Guerre mondiale, l'éthique possède aujourd'hui une histoire, un contenu, un corpus de principes qui s'adresse désormais à bien des domaines, bien sûr la médecine, mais aussi l'environnement, les moyens d'information et de communication et bien d'autres. Mais qu'est-ce donc que l'éthique ? Si l'on comprend comment la préoccupation éthique s'est imposée pour aider à redéfinir l'humanité de l'homme après les atrocités de la guerre, comment la révolution médicale a eu recours à l'éthique pour garder le souci premier de l'humain face aux nouvelles technologies, alors on doit comprendre aussi comment l'éthique pourrait aider l'humanitaire à assumer sa mutation en restant fidèle à sa mission. Au fond, l'éthique exprime le questionnement inévitable suscité par des situations inédites qui entraînent de nouvelles interrogations qui conduisent à de nouveaux choix. L'éthique n'est pas une science comme peuvent l'être la chimie, l'anatomie, la géographie, mais elle est un questionnement, toujours renouvelé, loin d'un quelconque prêt-à-penser ou prêt à agir. Le plus important est d'apprendre à poser le problème, en comprendre les tenants et les aboutissants et en discerner les conséquences de portée générale. C'est pourquoi, à mon sens, le champ humanitaire ne peut échapper au questionnement éthique. Par exemple, au cœur d'une intervention humanitaire, si par conviction personnelle je décide de privilégier la dénonciation publique de la politique du pouvoir en place au prix de mon expulsion du pays, je sais que je ne pourrai plus accéder aux victimes qui ont pourtant besoin de mon aide. Mais si inversement je décide de ne pas dénoncer les orientations politiques pour privilégier les victimes, je prends alors le risque délibéré de légitimer le pouvoir et donc de compromettre le futur des générations à venir. La simple intuition peut rendre compte de certaines décisions, elle peut rendre de grands services, mais les arguments rationnels viennent souvent à manquer pour rendre compte de la décision finale. C'est pourquoi dans la quête du discernement entre le bien et le mal, entre le possible et le souhaitable, au regard des victimes, bien entendu, l'action humanitaire a besoin d'éthique. Cette attention de l'humanitaire pour l'éthique n'est pas nouvelle. Mais s'il existe de très nombreux articles dans la littérature internationale consacrée à l'éthique, leur lecture révèle le plus souvent 1. Une confusion entre morale et éthique. 2. Une confusion entre éthique et déontologie. Ou encore la simple requalification éthique des principes humanitaires reconnus que sont les principes d'humanité, neutralité, impartialité ou indépendance. Aucune de ces interprétations ne me paraît juste. D'abord, parce qu'à mon sens, la morale et l'éthique interviennent à des niveaux très différents. Il est des cas où on perçoit que la conduite à tenir s'impose, sans hésitation, sous forme d'impératifs inconditionnels. Ne pas tuer, ne pas exercer de violence, ne pas abuser d'un mineur ou exploiter une personne vulnérable. Par exemple, on n'imagine pas en France le Comité consultatif national d'éthique discuter pour savoir si la pratique de l'excision est éthique ou non. Il n'y a pas lieu d'en discuter. C'est un interdit qui s'impose à la conscience de chacun. La question de la morale est précisément celle-ci. Et si tout le monde en faisait autant ? Ce que traduit l'expression kantienne tout simplement, est-ce que la maxime de mon action est universalisable ? C'est pourquoi je pense que la morale a quelque chose d'inconditionnel. En revanche,
On pénètre dans le champ de l'éthique lorsque notre jugement de valeur est moins assuré. Devant des situations concrètes nouvelles, il faut alors se mettre autour d'une table et discuter du dilemme, car la solution ne s'impose pas d'évidence. Et sauf à improviser cette délibération collégiale, elle doit être structurée au moyen de principes éthiques pour discerner l'attitude raisonnable. Ensuite, le deuxième malentendu vient de la confusion entre principes éthiques et principes humanitaires. Or, les principes humanitaires, ils s'adressent pour l'essentiel aux acteurs eux-mêmes. Chacun des humanitaires peut dire « je suis humain », « je suis neutre », impartial, indépendant. Mais il ne s'adresse pas du tout aux victimes et aux bénéficiaires, dont personne ne peut évidemment toujours assurer qu'elles sont empreintes d'humanité, neutres, impartiales et indépendantes. Et pourtant, elles sont au centre des décisions. Autrement dit, pas plus que la médecine ne peut se contenter des principes hippocratiques et de son code de déontologie pour aborder les dilemmes éthiques, l'action humanitaire ne peut s'en tenir à ces principes fondateurs pour satisfaire la réflexion éthique qui s'impose avant le choix d'une action en direction d'une personne. Ce n'est pas de l'intérieur de chacun que jaillit l'exigence éthique, mais d'autrui, de celui qui interpelle, de celui qui met en demeure, de celui qui oblige. C'est l'autre qui me ramène nécessairement à ma responsabilité éthique. Il y a relation éthique quand l'autre n'est pas un moyen, ni un outil, ni un faire-valoir, mais quand il est une fin en soi et qu'on lui reconnaît sa capacité à décider de son propre destin. De la théorie à la pratique, il faut alors franchir un pas supplémentaire. En somme, pour passer à l'acte, l'éthique exige des principes généraux. La littérature internationale montre que, quels que soient les us et coutumes des pays, on trouve toujours des références à l'autonomie, à la bienfaisance, à la non-malfaisance et à la justice. Ces quatre invariants éthiques jouent essentiellement un rôle de guide pour éviter que la discussion ne se fourvoie. Alors, en quelques mots, le principe d'autonomie est une valeur qui oblige à prendre en considération la capacité de l'autre, le bénéficiaire, à participer au processus décisionnel le concernant. Le postulat de la liberté du sujet est le seul garde-fou contre toutes les dérives du paternalisme. Le principe de bienfaisance, il enjoint de toujours se soucier d'accomplir un bien en faveur du bénéficiaire, mais il faut évidemment que l'intéressé puisse se reconnaître dans ce bien, reconnaître ce bien en tant que tel pour lui. Autrement dit, il ne s'agit pas de satisfaire l'empathie du donateur, l'empathie du bailleur, mais de répondre à un besoin clairement exprimé par la personne en difficulté. Le principe de non-malfaisance, il a pour lointaine origine le primum non nocere hippocratique, d'abord ne pas nuire. Il s'agit d'épargner au bénéficiaire un préjudice moral ou physique qui ne ferait pas sens pour lui. Naturellement, cela pourrait être détaillé. Et dans la formalisation éthique de la décision, il faut encore intégrer un quatrième principe, le principe de justice, s'agissant dans la circonstance de justice distributive en tant que traitement équitable pour tous. Dans cette relation humanitaire à l'autre, comme en médecine, la rencontre des visages vient effacer la relation asymétrique, classique, paternaliste, néocolonialiste entre une personne debout, décidant de tout et portant secours à une autre personne, couchée, souffrant, passive, recevant l'assistance qu'on veut bien lui donner. Cette relation humanitaire est désormais en train de s'inverser. C'est celui qui souffre qui convoque, qui interpelle et dans le même temps revendique son autonomie et sa dignité. Autrui en appelle à moi, il décide et je dois me mettre à son service. C'est dans cette mise à disposition que l'éthique détient la clé de l'action. La première préoccupation devient le souci de l'autonomie de cet autre qu'on veut aider. Là est la véritable révolution. À mon sens, ces quatre principes éthiques ont acquis une portée encore beaucoup plus générale, de telle sorte que, par analogie à l'impératif catégorique de la morale de Kant,
je propose de les synthétiser dans une formule résumant ce que j'appelle l'impératif catégorique de l'éthique humanitaire. Fais en sorte que dans ton action au service d'autrui, tu respectes son autonomie afin de lui procurer un bien qu'il considère comme tel, sans risquer de lui faire un mal ni d'attenter à l'égale dignité des personnes. Alors, sans doute, selon les formes d'organisation sociale, ces valeurs ne sont-elles pas hiérarchisées de la même manière, et il est donc essentiel de ne pas prétendre imposer tel quel un modèle venu de l'Occident, mais de faire émerger chaque spécificité culturelle, et en ce sens, la mondialisation de l'humanitaire a une portée anthropologique inédite, puisque les chercheurs s'efforcent de mettre des mondes dissemblables et parfois conflictuels en relation afin de leur proposer une méthode grâce à laquelle il est possible de vivre ensemble. C'est pour répondre à la revendication de souveraineté des personnes et des États que je propose de faire appel au questionnement éthique comme guide pour l'action dans la mutation humanitaire en cours. Tout simplement parce qu'il est grand temps de placer la victime ou le bénéficiaire au centre de toutes les actions qui s'engagent pour lui et de respecter sa pleine autonomie. Je suis convaincu que l'introduction de l'éthique dans la pensée comme dans les opérations humanitaires permettrait d'aborder plus sereinement les mutations profondes à venir. Et cette réflexion éthique, elle doit s'accompagner d'un effort de recherche inédit associant les anthropologues, les sociologues, les philosophes et les juristes de différentes cultures pour tenter de mieux comprendre les conditions de la transition humanitaire en cours. Aucune entreprise humaine ne peut progresser sans consacrer une part de ses efforts à la recherche et à l'innovation. L'humanitaire n'échappe pas à la règle et je pense que l'enjeu en vaut la peine.